Pourquoi? Pourquoi le défi de la santé publique, de l'éducation et de la politique alimentaire constitue un tout? Comme on le sait, la très brève déclaration présidentielle conjointe États-Unis-Russie sur la stabilité stratégique, présentée au monde par le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, comprend l'engagement commun qui dit « Aujourd'hui, nous réaffirmons le principe selon lequel une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. C'est du point de vue de notre avenir un pas en arrière au bord du gouffre. Néanmoins, qu'une déclaration aussi évidente ait dû être faite montre à quel point le danger était grand et immédiat. Était immédiat? Tout porte à croire qu'il est encore. Parce que le côté positif nécessaire pour pouvoir assurer la paix fait toujours défaut. Ce qu'il faut changer, c'est la façon de penser et d'agir, principalement dans notre partie occidentale du monde. Cela signifie qu'il faut mettre de l'ordre dans nos affaires, ce qui est le but de cette conférence. Un document écrit par Lyndon LaRouche, la doctrine LaRouche, projet de protocole d'accord entre les États-Unis et l'URSS, avait posé ce défi. C'était en mars 1984. Depuis, l'URSS est redevenue la Russie. Mais 37 ans après 1984, la situation mondiale, non seulement ne s'est pas améliorée, mais a fortement empiré. La, je cite, souveraineté inconditionnelle de chacun et de tous des États-nations n'est pas reconnue. Il n'y a pas de vraie coopération entre les États-nations souverains pour promouvoir des opportunités illimitées permettant de participer aux bénéfices du progrès technologique pour le bénéfice mutuel de chacun et de tous. À l'exception de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, les routes de la soie, il n'existe aucun projet de civilisation. Le but de cette table ronde est d'expliquer pourquoi, quelle est l'épée de Damoclès financière, militaire et sociale suspendue au-dessus de nos têtes et qu'est-ce qui doit être fait pour s'en débarrasser. Les puissances occidentales ont permis aux banques centrales, les échangeurs de monnaie, qui sont les gestionnaires d'actifs financiers d'aujourd'hui, et leurs contrôleurs oligarchiques, de créer une impasse pour une humanité prise entre la destruction hyperinflationniste et l'effondrement déflationniste. L'hyperinflation n'est pas un accident, c'est un choix. L'orateur prochain, Paul Gallagher, expliquera comment cela a été organisé, aggravé après les réunions d'août 2019 des banquiers centraux à la conférence annuelle de Jackson Hole au Wyoming, aux États-Unis. Ils appellent cela un changement de régime, utilisant le même mot pour leur pillage financier mondial de tous que celui qu'ils utilisent pour imposer la soumission politique à certaines nations, prenant prétexte de la responsabilité de protéger quoi? Leur ordre financier féodal sous le prétexte hypocrite de démocratie. Sous une telle domination, la richesse réelle s'effondre, le monde s'appauvrit, car de moins en moins d'argent est injecté dans la production et de plus en plus de fausses monnaies est émise. Au cours des 6 derniers mois, les milliards d'actifs dans la réserve fédérale a remonté de 94%, alors que la production réelle, physique, n'a pas du tout remonté, malgré le blabla des médias. Paul vous donnera toutes les figures pertinentes, mais laissez-moi vous en donner un chiffre très significatif. Pour produire $1 de vraie production, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait émettre à peu près $1. Rapidement, c'était devenu $1,50. Aujourd'hui, il faut émettre $5
pour produire 5 dollars de dette émise pour produire 1 dollar de production, alors qu'en réalité, c'est encore plus élevé si on intègre le facteur de l'inflation. Deux autres chiffres définissent la situation sur le mur de la caverne financière. Le montant total de la capitalisation boursière par rapport au produit national brut américain atteint 317%, alors qu'il n'était que 210% déjà à la fin du troisième trimestre de 2007, avant le krach de 2008. Donc c'est bien pire aujourd'hui qu'en 2007. Le même type d'augmentation pour les ratios de l'immobilier par rapport au PNB. C'est ce qui définit l'hyperinflation. Un flux toujours plus important de fausses monnaies émises par le système financier pour accumuler de la richesse monétaire au détriment de la production et du niveau de vie de la population. En clair, une accumulation primitive contre le bien commun et les générations futures. Paul vous montrera également comment Hjalmar Schacht, le ministre des Finances d'Hitler, a fait pour amener les nazis au pouvoir en Allemagne et comment il a imposé une austérité économique brutale. Mais cela ne suffisait pas. Cela aurait créé un mécontentement trop violent à l'intérieur du pays. Il fallait quelque chose d'autre pour soutenir la monnaie. La seule solution disponible pour Schacht et Hitler, c'était le pillage à l'extérieur des frontières, de piller les autres nations. Paul souligne qu'en 2 ans seulement, Schacht a fait passer la production d'armement de 2% du PIB allemand à 20%. Revenons maintenant à la situation des États-Unis aujourd'hui, pour faire une comparaison. On peut évidemment dire qu'il y a eu un accord bipartisan aux États-Unis pour voter. C'est un accord pour un plan d'infrastructure de 1200 milliards de dollars sur une période de 8 ans. Et que Biden et les démocrates essayent de faire passer un plan de 1000 milliards pour les ménages américains. Certes, il s'agit peut-être, c'est une dépense certainement nécessaire, mais en ce qui concerne les infrastructures, il s'agit surtout de rattraper le rattrapage économique et l'argent du Family Plan sera dépensé sans contrepartie de production physique réelle. Et cette politique s'inscrit dans une orientation vers le Green New Deal, la bulle de toutes les bulles financières. Par ailleurs, précisons 2 points. Le premier est que les dépenses militaires des États-Unis sont d'environ, selon les chiffres officiels, 740 milliards de dollars par an. Mais si on y ajoute les dépenses indirectes, on arrive à plus de 900 milliards. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que 2 ans de dépenses militaires, 1480 milliards de dollars, les estimations les plus basses, sont bien plus que les 8 ans d'infrastructure. De plus, les innovations technologiques les plus avancées sont plutôt liées à la fameuse DARPA, the Defense Advanced Projects Agency, et au fonds d'investissement InQtel, contrôlé par la CIA. La Silicon Valley est depuis le début leur projet favori, basé sur le contrôle systémique des données et les datas. Globalement, le budget américain de la défense est supérieur à celui des 10 pays qui suivent derrière. Il est évidemment on peut dire que c'est exagéré de dire que la politique actuelle des États-Unis est consciemment celle d'un nouveau nazi, un Lebensraum nazi. Cependant, comme le soulignait Eisenhower en 1969, le complexe militaire industriel, ou mieux le complexe militaire financier, porte en lui de plus en plus une logique de guerre économique et commerciale à l'échelle mondiale qui peut dégénérer en une véritable guerre cybernétique puis nucléaire si elle est conduite à ses ultimes conséquences.
Le facteur déclenchant serait le cerveau maléfique britannique, avec les 5 eyes, 5 yeux, le monstre aux 5 yeux, manipulant le muscle américain dans un conflit, un désastre pour nous tous. L'effondrement du système financier anglo-américain rendrait l'impossible possible. Comme l'a exprimé avec ses propres mots l'amiral Charles A. Richard, commandant du STRATCOM, du Strategic Command américain. Existe-t-il une opposition pertinente de la part d'un autre pays occidental à cette vision? On trouve certaines déclarations, Macron, Merkel, mais ils sont tous piégés dans le même système. En d'autres termes, ils déplorent la croisade actuelle de l'OTAN contre la Chine, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont fait qu'en belles paroles. Entre-temps, nous avons vu le destroyer britannique HMS Defender provoquer les forces russes en mer Noire, comme on en a mentionné hier, et être promptement la cible de tirs de sommation et de bombes larguées sur son trajet. L'épée de Damoclès d'aujourd'hui, dans ce contexte financier mondial, défini par les puissances occidentales, l'épée de Damoclès est un autre Sarajevo qui peut arriver de ce type, conduiront à une guerre ouverte. Alors, revenons maintenant au titre de ma présentation. Pourquoi le défi de la santé publique, de l'éducation et de la politique alimentaire constitue un tout? Parce que pour créer les conditions de ce tout, il faut d'abord un changement de paradigme pour nous tous. Cela signifie, par exemple, accomplir ce que la Chine accomplit. Une hausse de l'espérance de vie en constante amélioration. Et à ce stade, la Chine est en avance sur les États-Unis sur ce point. Ce n'est pas très connu, mais c'est un fait. El-Ghazeb Larouche a maintes fois souligné qu'un système de santé pour tous est ce qui rendra possible la coïncidence des opposés. Dans ce contexte, la France et l'Allemagne, le Japon et la Chine, les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble pour une cause commune, d'un principe supérieur. Dennis Small et les intervenants suivants expliqueront comment cela peut être accompli économiquement grâce au programme Larouche pour la survie de l'humanité, un Glass-Steagall à l'échelle planétaire pour mettre fin à l'hyperinflation et les autres mesures proposées par Larouche. Mais je vous préviens, Microsoft et ses sponsors financiers préparent déjà ce qu'ils appellent un Hub Health pour contrôler les données de chaque personne sur Terre. Cela pourrait être une bonne chose si l'intention était de créer de meilleurs soins. Mais c'est l'opposé. S'il n'y a pas de changement de paradigme, les informations seront transférées aux compagnies d'assurance qui détermineront ensuite combien chaque personne doit payer en tenant compte de son profil de médecine prédictive. C'est la fin de la solidarité entre êtres humains. Cela signifierait que les pauvres et même les classes moyennes de nos pays occidentaux seraient laissés de côté, incapables de payer, et que les pays les plus pauvres du monde se verraient imposer une dépopulation malthusienne, un massacre chartien, même s'il n'y a pas de guerre, c'est ce qui se prépare déjà. Donc, quels que soient nos désaccords sur certaines questions, nous devrions tous nous unir pour faire ce tout de mon titre, la première, notre priorité humaine absolue. Si nous ne le faisons pas, nous devenons complices d'une destruction mutuellement assurée de notre humanité. Permettez-moi de conclure avec une citation d'Émile Zola, le fameux Émile Zola de J'accuse, qui s'est levé pour défendre le capitaine Dreyfus, comme la plupart d'entre nous ici se sont levés pour défendre l'Union Rouge. Zola a dit « Lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. » Amenons enfin le meilleur et la chose la plus saine de tous les futurs possibles, et notre présent et notre tout deviendra
une source de joie pour tous. Merci.